Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à ce 5e épisode de ce hors-série dédié au magazine Jaguar Racing. Comme d'habitude, je suis avec Jean-Sébastien Barbeau. Salut Jean-Sébastien. Salut Abdou. 5e et dernier épisode sur hors-série sur Jaguar, puis je vais t'expliquer pourquoi on le fait en 5 et non initialement parce qu'on avait pensé à le faire en 6. Oh non, déjà? C'est peut-être pas plus mal parce que le 6e, ça aurait été difficile, tu vas comprendre. Ah, ok, parfait. Et vous l'aurez constaté aussi, nous ne sommes pas chez Jean-Sébastien cette fois-ci. Nous sommes à plus de 200 km de distance, just saying. Donc, Et aussi, nous sommes 5 mois après le dernier enregistrement. Voilà, donc... accessoirement. Juste pour vous le dire, parce que je porte un shirt avec des pingouins de Pittsburgh. Bref, on va passer à ce 5e épisode, mais avant tout, Jean-Sébastien, il y avait le 4e tome avec la magnifique couverture de Paul Newman dessus, hein? Oui, le meilleur numéro. Sur les 6, là, franchement, là, je vais te montrer les 2 derniers sur la caméra, puis ensuite, je vais le décrire aux auditeurs. Je pense que ce numéro-là de Paul Newman, si vous ne l'avez pas vu, allez voir l'image qui résume l'épisode de l'épisode numéro 4, là. De loin, l'une des plus belles photos de presse. Ça fait partie des belles photos de presse. Je pense que c'est une belle photo de Paul Newman. Puis pour une de magazine, je pense que c'est juste magnifique. Le Stargazer à son meilleur. Oui, et ça mériterait d'être un poster en soi parce que magnifique. C'est les yeux oui, qui ressortent le plus. Et tu vas voir le contraste avec les 2 autres numéros que j'ai ici. Là. On apprécie encore plus celui de Paul Newman. Oh oui. Parce que, juste pour vous mettre en contexte aussi, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 4, c'est que on est en train de mettre la table pour le Grand Prix des États-Unis qui fait un retour, en fait. La Formule 1 fait un retour aux États-Unis après 9 heures d'absence. On est à Indianapolis qui a été carrément revampé pour permettre à la Formule 1 d'y être. Et il y a une entrevue avec Paul Newman. Si je me souviens bien, c'était au Grand Prix du Canada que c'est. Oui, à Montréal, ils l'ont fait le samedi, juste avant ou après la qualif, un truc comme ça. Donc, allez écouter l'épisode numéro 4 pour avoir un peu le Paul Newman, pilote de course, amateur de voiture, plutôt que le bon vieux Reggie Dunlop. Oui, exact, c'est ça. C'est pas l'homme de cinéma ici, c'est le fan de course automobile qui parle. Exactement. Donc, Jean-Sébastien, 5e épisode, de quoi ça va parler? Johnny Herbert prend sa retraite de la Formule 1. Non! Ah oui, ça étonne, hein? Et comme je te disais, là, il y a un instant, l'image sur le magazine, on est loin de Paul Newman, là, on est loin d'une belle photo, là. Regarde. Fait que je te le montre, puis après, je te le décris, là, pour les auditeurs. Donc, je pense que tu vois bien à la caméra. Ah donc, oui! Johnny Herbert qui embrasse le museau avant de la voiture dans un Photoshop, là, dans un Photoshop plutôt. Il tient le museau, là, comme si c'était un bébé ou une femme, là, ou quelqu'un, là. Donc, il embrasse vraiment le bout du nez et la une dit Cheerio Cheeky, donc une allitération sur la lettre C. Donc, salutations, celui qui ose. Et évidemment, on utilise un fond vert. Donc, en plus, ça matche bien parce que Johnny a les yeux verts également. Donc, tout est dans tout, comme tu peux l'imaginer. Ce numéro-là, comme je te dis, ça va être le dernier qu'on va faire parce que ça trace une entrevue d'adieu, en quelque sorte, de Johnny pour la Formule 1. On nous présente notamment aussi qui sera le pilote remplaçant à sa place, un certain Luciano Burti. Donc, on aura la tribune qui nous montre, qui nous indique c'est quoi ses attentes, c'est quoi ses défis, qu'est-ce qu'il nourrit pour prendre ce nouveau volant l'année prochaine. Et on va faire aussi une petite entrevue avec un certain pilote d'essai qui s'appelle Dario Franchitti. Et on parle notamment de sa relation avec Ashley Judd. Oh, ben ils sont encore amis dans la vraie vie. Ils sont oui, puis à ce moment-là, je pense qu'ils sont déjà mariés, en fait. Oui, je crois qu'ils étaient déjà mariés. Et de très bons amis, de très bons amis ont regretté Greg Moore.
Ouais, voilà. Et pour faire la transition sur le numéro 6, pourquoi je décide de ne pas faire un épisode là-dessus? On se trouve, c'est le numéro de janvier-février 2001. Le numéro 5, c'est celui de novembre-décembre 2000. Janvier-février 2001, on est sur un numéro de transition où il n'y a pas vraiment de contenu intéressant. On est dans la saison morte. La saison morte est longue. Au moment où le numéro sort, les essais privés d'hiver n'ont pas encore eu lieu. Donc, on est sous... Puis, il y a beaucoup de pages où c'est du remplissage. Donc, c'est un numéro inégal qui se cherche vraiment. La une, par contre, est peut-être intéressante. Je vais te la montrer, puis après, je vais la décrire parce que je veux vraiment voir ta réaction. C'est Luciano Burti ici. Tu vois? Voilà. Donc, essentiellement, ce qu'on voit, c'est un Luciano Burti posé à la manière de James Bond. Il tient, au lieu de tenir une arme à feu, il tient un volant dans sa main droite. Il le tient un peu comme s'il tenait une arme parce qu'on voit bien son doigt bien placé et le pouce un peu derrière comme s'il allait tirer sur la gâchette. Et le magazine dit The name's Bertie, comme The name's Bond. Donc, on fait une référence très directe avec Luciano Burti. Et le sous-titre, Luciano Burti, Jaguar Racing New F1 Star. Donc, Luciano Burti, la nouvelle star de la F1 de Jaguar Racing. Not quite, pas vraiment. Ouais, et en fait, moi, je dirais, le gars, foreshadowing, le gars, on se souvient plus pour ses nombreux accidents spectaculaires que pour sa conduite. Moi, je me rappelle surtout dans le numéro 2, lorsqu'il a fait, puis j'avais pas fait l'article, lorsqu'il a raté son examen de conduite, puis qu'on a fait un article entier là-dessus. Oui, oui, et la mise en page était très bonne en plus avec le gros Avec L. le gros L. Le gros L de Loser, mais c'était juste la lettrine pour commencer Luciano Burti, etc. Mais bon, si on voit pas la référence à Loser, ben c'est ça. Donc, Abdou, veux-tu nous résumer la fin de la saison 2000? C'est une saison en dents de scie. C'est pour ça qu'on fait pas le numéro 6, parce que souviens-toi, dans le numéro 1, on avait des attentes. Il y avait des attentes très élevées. On pensait qu'on allait être aussi bon que Jordan. On nous a survendu des essais privés alors que c'était pas vraiment le cas. Toute la saison se déroule assez mal. Puis là, on peut pas faire la même attente pour la deuxième saison parce qu'on sait très bien qu'on part au milieu de nulle part, qu'on sent pas qu'il y a un engouement qui, tu sais, on fait du surplace. Donc, montre-nous la fin de la saison. Pourquoi on parle pas vraiment de la saison 2001 dans ce balado-ci et pourquoi on parle pas justement de ce numéro-là de janvier-février puis qu'on va s'arrêter à celui qu'on va décrire aujourd'hui et comprendre exactement la fin de la saison d'une perspective plutôt magazine ensuite. Parce que on s'était quitté, si je me souviens bien, on parlait du Grand Prix des États-Unis. Eddie Irvine a bien fait dans les circonstances, mais il avait fini 7e. Et en rappelant à l'extérieur des points. À l'extérieur des points. Il était à l'extérieur des points. Donc, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et Johnny Herbert avait fini 11e à un tour du vainqueur, qui était Michael Schumacher. Donc, au moins c'était bien. Malheureusement, Johnny ne marquera aucun autre point pour les deux autres courses. Heureusement, Eddie en a ajouté un autre lors du Grand Prix de Malaisie, une 6e place qui était la dernière épreuve de la saison et aussi la dernière de notre bon vieux Johnny. Et comme j'avais expliqué dans un des autres épisodes, Herbert a eu un violent accident en Malaisie. Il s'était fait mal au genou. Et bon, rien de grave que, par exemple, son accident dans la fin des années 80 en Formule 3000 à Brands Hatch. Mais c'était pas comme ça qu'il voulait finir sa carrière en Formule 1 dans un accident et traité par le centre médical pour des douleurs au genou. Ah, c'est moche de faire comme ça. Ouais. Heureusement, Et donc, combien de points finalement pour Johnny et Eddie? Alors, notre bon vieux Johnny a terminé la saison avec roulement de tambour. 0. Et Eddie Irvine, lui, allez, au moins un, on le sait, peut-être même quelques-uns en fait, hein, moins de 10. En fait, il aura terminé avec 4 points parce qu'il a terminé 4e au Grand Prix de Monaco. C'est la seule fois où ils ont marqué des points de la saison, c'est à Monaco en plus. Et ouais, et en Malaisie en plus. Donc, il récolte un total de 4 points. Et Jaguar, cette saison-là,
aura terminé. 8e au constructeur? Jaguar aura terminé 9e. Ouf. Heureusement pour eux, Minardi et Prost n'ont marqué aucun point cette saison-là. Oh, c'est le début de la fin là, à ce moment-là. 2000, là, ça va pas bien du tout. Là. Oui, et Minardi, on commence à sentir la soupe chaude aussi. Qui est. T'imagines, tu finis devant Minardi puis Prost, il n'y a rien de l'amour. Là. Qui est devant eux? Qui est 8e au classement? 8e, c'est une écurie qui est encore qui existe encore aujourd'hui et qui s'appelle Sauber. D'ailleurs, Et eux ont fait combien de points? 6. 6. Ouais. Hein? Et tu veux savoir quoi? Kimi Räikkönen? Non. Non, ça c'était en 2001. Oui, c'est l'année prochaine. Mais tu avais Mika Salo qui avait été disqualifié du Grand Prix d'Australie. Et les deux Sauber, autant Salo que Pedro Diniz, n'avaient pas pris le départ du Grand Prix du Brésil. Hein? Ouais. Ça, c'est quelque chose que Je m'en rappelle pas. Moi non plus. Et je suis en train de regarder rapidement. C'était pour des problèmes de sécurité. Des problèmes de sécurité au niveau de la voiture. Oh, wow. Ouais. T'imagines, c'est une saison de misère pour Jaguar. Puis eux, ils pensaient faire compétition à Jordan, qui cette année-là termine, parce que Jordan, en 99, là, Ensar Alfredsen a eu des chances de championnat jusqu'à Nürburgring, jusqu'au Grand Prix d'Europe avant que le moteur lâche. Là. Oui. Donc, lui, il se rend. Jordan termine où, là? On sait que Jordan aussi, ça commence à piquer sérieusement du nez à partir de 2000. Au moins, c'est 17 points en 6e place. Hey, quand même. Tu penses faire compétition à Jordan, puis t'es même pas proche, là. Ouais. Parce que 11 points, t'as dit 16, hein? 17 pour Jordan. 17, donc 13 points d'écart, tu dis, il n'y a rien là, là. Dans la Formule 1 d'aujourd'hui, 13 points, c'est facile. 13 points en 2000, là, c'est une marge, là, c'est une éternité quand même. Oui, quand même. Et puis, tu as Ensar Frenzen qui a récolté 2 podiums au Grand Prix du Brésil et celui, justement, au Grand Prix des États-Unis. Ah ouais, ça fait mal, ça. Juste 2 podiums déjà, t'es déjà bien en selle pour la suite. Exact. Et au moins, Irvine a obtenu une 4e place à Monaco, mais c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Fait qu'on va plonger, on va commencer avec le texte qui est la fameuse tribune là, dans la page 6 au début du magazine, qui est un texte que j'ai souvent réutilisé parce que je trouve qu'il est pertinent, je trouve qu'il est intéressant. C'est une tribune signée par le pilote. Bon, souvent des propos sont récupérés, là, on le sait, mais je trouve qu'à chaque fois, ce texte-là était peut-être l'un des plus riches ou les plus aboutis pour comprendre un peu plus la dynamique qui se passait. C'est Luciano Burti ici qui signe la tribune, il nous explique son arrivée en Formule 1. Obtenir le volant de la Jaguar, c'est ce pourquoi je travaille depuis le début de l'année, mais quand c'est arrivé, ce n'était pas aussi important qu'on le pense. On travaille tellement et on s'attend à ce que ce soit quelque chose d'énorme, mais il y a quelque chose à faire. Et la pression est si grande, et quand cela arrive, c'est un soulagement, c'est plus un soulagement qu'un plaisir. Mais je suis très heureux quand même. Comme je l'ai dit, c'est ce pourquoi j'ai travaillé et j'ai finalement réussi. Mais je sais que je dois garder les pieds sur terre. La partie facile est terminée et la partie difficile, c'est quand la saison commencera l'année prochaine. Ce sera un travail difficile. Je dirais que c'est devenu une possibilité réaliste depuis l'Autriche, vraiment. C'était la première fois qu'il commençait vraiment à me considérer. Ensuite, j'ai fait un bon test contre Dario Franchitti, on va en reparler, ce qui était très important. Et puis, je pense qu'ils ont fait très attention à chaque essai qui a suivi. C'est bien parce que j'ai fait beaucoup de bons essais, donc après ça, c'était moins difficile, disons. Je pense qu'après le test avec Dario, ils ont commencé à en parler un peu plus. Bien sûr, d'autres personnes ont frappé à la porte. Bien sûr, Neil Ressler, donc le directeur de l'équipe, m'a dit des choses, ainsi que Jackie Stewart, Gary Anderson et Andy Miller. Tous m'ont dit des choses encourageantes. Cela s'est produit lentement, c'est pourquoi ce n'était jamais une surprise. Mais j'en suis presque sûr depuis juste avant Spa. Mais c'est lorsque j'ai signé avant Monza que j'en étais vraiment sûr. Évidemment, un contrat, tant qu'il n'est pas présenté sur table, tant qu'il n'est pas signé en Formule 1, ça veut rien dire. Exact. Quand je suis devenu pilote d'essai, je pense que c'était un gros risque. Le risque de se tromper était bien plus grand que de réussir, c'est sûr. Au début de l'année, je savais que ce serait difficile. Je pensais que le risque de se tromper était plus grand que de réussir. Et en fait, maintenant, je sais que c'est encore pire que je ne le pensais. Mais je ne pense pas qu'il y a de règles pour ça. Je pense que si je faisais de la F3000 ou de la F3, je pourrais peut-être avoir aussi un volant. Mais je l'ai déjà entendu et c'est vrai, il faut être au bon endroit et au bon moment. Et quand on a l'occasion, il faut en profiter au maximum car c'est ce qui est passé dans mon cas.
c'est vrai, surtout en Formule 1, hein, le nombre de fois que des occasions des occasions malheureuses sont déroulées ou les occasions heureuses aussi sont déroulées pour certains pilotes. Un Mathias Eriksson aurait peut-être pu connaître une meilleure carrière, une UTT d'où est-ce qu'il a roulé, un Théo Pourchaire. Est-ce qu'il aurait pu être en Formule 1? Peut-être. Mais en même temps, il réussit pas super en IndyCar non plus. Tu sais, c'est assez particulier quand même, ces histoires-là. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose, Abdou? Oui, en fait, tu veux savoir quoi concernant Luciano Burti? Je sais pas. Oui. Et j'espère ne pas jinxer encore une fois comme j'ai fait au premier épisode. Mais Luciano Burti, lui, connaît bien la famille Stewart, donc les prédécesseurs, parce que dans la catégorie junior, il a couru pour Paul Stewart Racing, qui est un peu à l'origine de l'arrivée de l'écurie Stewart en Formule 1. Et surtout, ben, Jackie Stewart a été celui qui a, disons, proposé les services de Burti avec Jaguar, ben, du moins comme pilote de réserve. Ah, donc il y a un petit peu de politique aussi qui se roule derrière. C'est pas juste le talent pur, hein? Exact. Ah oui. Il nous dit aussi une autre chose que je trouve assez intéressante. Le succès de Jenson Button, qui est arrivé en Formule 1 l'année précédente, hein? Oui, Non, la même année. la même année. Le succès de Jenson Button m'a aidé, surtout parce que j'étais contre lui l'année dernière. Bien sûr, s'il pilotait pour Williams et obtenait de mauvais résultats, tout le monde penserait qu'un jeune pilote venant de la F3 ne ferait pas son travail. Donc, bien sûr, le fait qu'il ait obtenu les résultats qu'il a eus cette année m'a certainement aidé. Faut quand même pas oublier à cette époque-là, il y a un mouvement qui se déroule. Button, c'est le premier, puis ça lui a pris 7-8 ans avant qu'on commence à lui donner de la reconnaissance par rapport à c'est un kid de 19 ans qui arrive en Formule 1. Raikkonen aussi, mais lui, il a eu un peu plus de succès, mais Button, ça y collait à la peau. Ouais. Jusqu'au championnat avec Honda, finalement. Avec Brown. Oui. Et en plus de ça, ben, quand tu parlais d'avoir battu Burti, il avait fini deuxième du championnat pardon, c'était Formule 3, oui, Formule 3 britannique. Burti avait fini vice-champion, Button avait fini troisième. Et juste pour le fun, il y avait des pilotes connus comme Naren Karthikeyan, Alex Young et Christian Albers, Giorgio Pantano, Patrick Fischer et Juan Manuel Lopez. Plein de mauvais pilotes. Ouais. Quand on y pense, plein de mauvais pilotes. Exact. Tous cumulés ensemble, là, ils n'ont même pas, je pense, 10 points en Formule 1. Ah non, non, non. Ben, même déjà, ceux de Karthikeyan après le Grand Prix des États-Unis 2000, ça recule pour la moitié. Ouais. Alors, je poursuis puis on termine déjà. Là. En ce qui concerne la voiture, conduire la R1 est quelque chose d'assez unique. Ce qui est plus important, c'est ce que j'ai beaucoup appris sur la F1 en général. Je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre, mais j'ai beaucoup appris sur son fonctionnement. La politique, la presse, les gens qui travaillent ici sont très différents de tous les autres secteurs dans lesquels j'ai travaillé auparavant. Je pense donc que cela m'aidera beaucoup l'année prochaine. C'est assez exceptionnel à cette époque-là aussi de pouvoir, parce que les pilotes de réserve, ils sont pas nécessairement au Grand Prix. Donc, il y a cette dimension-là qui est à considérer quand même s'il faisait de la F3 ou de la F3000. Avoir un coéquipier comme Eddie, qui a terminé deuxième du championnat l'année dernière, a gagné des courses, a fait partie d'une équipe de très haut niveau pendant de nombreuses années, tout le monde sait que c'est le gars qui est censé être à la hauteur. OK. Je vais apprendre et me donner à fond, mais je suis sûr que j'aurai beaucoup moins de pression. En même temps, l'équipe partenant de loin, c'est sûr qu'il n'y a pas de pression. Non, c'est ça. C'est une nouvelle administration. C'est sûr, c'est Stewart, mais modifié par Ford en quelque sorte. Eddie Irvine n'est pas le pilote qu'il a été 2 ans auparavant. Puis même là, il n'a pas très bien répondu face à l'absence de Michael Schumacher. Ouais. Disons, même lui ne s'attendait pas à être dans la course au titre. Non, ben c'est ça. Donc, c'est le mindset, hein? C'est ça. C'est ça, le mindset. Alors, on passe avec l'entrevue de Johnny Herbert. C'est signé Adam Cooper, donc un très bon journaliste, on le sait. L'entrevue s'appelle Johnny B. Good, en référence à la chanson. Oh, God! Après une longue et fructueuse carrière en Formule 1, Johnny Herbert a décidé de mettre un terme à sa carrière et envisage son avenir en Champ Car américain. Je pense qu'il va signer chez Ray Hall Letterman Racing ou quelque chose comme ça. À mon souvenir, il me semble que c'est très vague, mais enfin. Nous avons discuté avec lui de ses grandes années dans le paddock et nous sommes revenus sur ses hauts et ses bas, tandis que les grands et les bons pilotes de la F1 partagent leurs souvenirs de leur
ami et rival. J'ai pas gardé ce segment-là parce que ça allongeait beaucoup la lecture. Question. Quelle différence le fait d'avoir été pilote de Formule 1 pendant 11 ans a-t-il apporté à votre vie? C'est pas une mauvaise question quand même, je trouve, pour commencer. Ouais, hein? C'est parce que généralement, on pense, qu'est-ce que vous retenez de votre carrière? Non, c'est l'impact sur ta vie personnelle, je trouve. Ouais. Ça change un peu. Ouais. Je n'ai aucune idée de ce que j'aurais fait. J'ai toujours été dans la course, donc je ne sais pas ce qui se serait passé. J'ai juste eu beaucoup de chance, surtout après l'accident, de pouvoir encore marcher, de conduire et faire enfin de la F1. J'ai remporté 3 victoires et terminé 4e du championnat en 95. On se rappellera, on en a parlé au 2e épisode, Johnny Herbert a pensé à un moment donné se faire amputer les chevilles à partir des pieds et au niveau des chevilles après son accident à Brands Hatch, Donningham, Ouais, Donington, c'était à fin des années Brands. 80 en F3, Brands Hatch. Hein? Ouais, et justement, en préparant, en faisant le montage des autres épisodes, j'ai revu justement cet accident. L'accident est terrible. Terrible. Puis il est chanceux d'être. Le nez le cône avant est ouvert, puis on voit ses pieds. Ouais, c'est dégueulasse à voir. C'est C'est juste dégueulasse. dégueulasse. Ouais. Je t'amène à la question suivante. Je saute une partie de la réponse. Comment avez-vous changé au fil des années? Le plus important, c'est que j'ai beaucoup appris sur moi-même, principalement après l'accident. Je pense que cela m'a beaucoup changé. Je pense que j'avais toujours été connu avant cela comme un gars un peu malheureux, ce qui était le cas. Après mon accident, j'ai dû changer, me forcer à avoir la bonne mentalité pour être heureux et penser que tout allait bien se passer. Je ne savais pas ce qui allait se passer. À l'époque, les médecins m'ont dit que je me retrouvais probablement que je retrouverais probablement la plupart des mouvements des 2 pieds et je ne suis jamais parvenu. Mais je devais être assez fort pour continuer à essayer. Il a fallu beaucoup de temps pour revenir et même après mes débuts en Formule 1 à Rio en 89, il y a eu plus de rééducation. Ce furent 2 ans et demi de dur labeur et j'ai dû être très joyeux et heureux tout au long du parcours. Je pense que si j'avais été malheureux au début, je ne serais pas arrivé, je n'aurais que mes propres chagrins. Une fois par mois, j'avais une mauvaise journée, puis je revenais et j'étais à nouveau OK. Et c'est ainsi que j'ai changé quand je suis revenu en Formule 1. Puis encore aujourd'hui, Johnny Herbert, c'est un homme assez poussif. Ça, je ne le savais pas, lui, ça. Ah oui. Je l'ai rencontré aussi en 2014 au Grand Prix du Canada. C'est un chic type, effectivement. Ouais, il est sympa. Il a l'air sympa. Quelle importance avez-vous eu quelle importance a eu pour vous une carrière aussi longue? Je suppose que tout pilote qui arrive en Formule 1 doit avoir beaucoup de chance, à moins que vous ne payiez pour cela. Mais si vous y parvenez par vos propres moyens, il y a beaucoup d'autres pilotes qui auront pu y arriver par leurs propres moyens, mais pour une raison ou une autre, n'ont jamais eu la chance de le faire. J'ai fait partie des chanceux qui peuvent le faire et j'ai eu la chance de le faire aussi longtemps que je l'ai fait. 12 ans en Formule 1, à ce moment-là, c'est une très longue carrière. Oui. Faut pas oublier, Riccardo Patrese, c'est lui qui détenait le record à l'époque, 256 Grands Prix. En fait, 256 Grands Prix, mais quand même, l'idée, c'est que passer même juste 8 ans en Formule 1, c'était déjà beaucoup. Damon Hill en a fait 6, 7? À peu près, ouais, 7, 8 à peu près. Ah oui, quand même. Donc, tu vois, 12, on pousse encore plus loin. Les 3 victoires sont quelque chose sur lesquelles je peux me retourner avec beaucoup de satisfaction. Il y a beaucoup de chance, mais je n'ai jamais gagné une seule course. J'ai donc eu beaucoup de chance de ce côté-là. Oui. Parce que je crois, les 3 victoires de Johnny Herbert, 2 d'entre elles, c'est parce que Michael Schumacher et Damon Hill se sont amusés à... Oui, il y a sa victoire pour Stewart Grand Prix à Nürburgring 99. Oui. Il y a un Royaume-Uni 95. Puis Italie. C'est Italie? Je crois que c'était Italie 95, si je me souviens bien. Il avait gagné 2 Grands Prix, puis ces deux Grands Prix, c'était 2 courses dans lesquelles Michael Schumacher et Damon Hill se sont accrochés de manière assez bête. Wow! Donc, à chaque fois, il gagne par des circonstances atténuantes. Exact. Il y en est conscient au moins, mais en même temps, j'ai envie de dire, il était 3e à ce moment-là, puis il finit par gagner le Grand Prix. Donc, c'est ça la course, hein? Exact. Vous avez fait environ 160 Grands Prix. C'est énorme, 160 Grands Prix. À ce moment-là, c'est énorme. Aujourd'hui, c'est 5 saisons en Formule 1 à peu près. 6 saisons. C'est ça. Mais il y a eu beaucoup de stars potentielles qui sont parvenues et parties pendant cette période, comme Jan Magnussen.
Alors que le fils en a fait beaucoup plus même. Il y en a eu beaucoup, n'est-ce pas? C'est ce qui est bien dans tout ça. Ça a été dur, il y a eu des difficultés en cours de route, mais j'ai toujours essayé de tenir le coup et d'atteindre l'objectif que j'ai toujours voulu, qui était de devenir champion du monde de Formule 1. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé, cela n'arrivera pas à l'avenir pour moi. C'est la raison pour laquelle je suis allé en Amérique pour relever un autre défi que je voulais réaliser depuis que j'ai 10 ans. Avez-vous... Oui, Abdou, tu veux dire quelque Oui, chose? ben, au moins, il n'a pas été champion du monde de Formule 1, mais il pourra dire qu'il a remporté les 24 heures du Mans. Oui, puis il a gagné le championnat du monde des constructeurs aussi. Exact. Donc, Bon, il a aidé en quelque sorte. Michael a gagné. C'est ça. Hmm. Avez-vous vraiment abandonné cette ambition de titre mondial cette année? En d'autres termes, jusqu'à récemment, espériez-vous toujours pouvoir revenir dans une situation compétitive? Pas avec Jaguar, tu penses que tu vas gagner le championnat du monde des pilotes, on s'entend, là. Après le premier Grand Prix, après les premiers essais privés. Ouais, On non. l'avait compris que ça allait pas, hein? Non, 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 non. Mais il reste positif. On espère toujours. Puis ça reste être mot, même si c'est le dernier, même si c'est chez Sauber, Alpha Kick, whatever, Whatever. là, oui, tu peux toujours l'espérer. On l'espère toujours. Je me souviens qu'en 97, je n'avais pas eu une mauvaise saison chez Sauber. Les choses peuvent changer très vite dans ce sport. Il faut se mettre dans la bonne position et faire en sorte que tout le monde travaille ensemble de la bonne manière. C'est de plus en plus difficile en ce moment. Il y a un moment où il faut arrêter de se dire le championnat ne va pas se faire pour moi. C'est la seule raison pour laquelle j'ai fait de la F1 pour gagner un championnat. Je n'étais pas juste là pour tourner en rond, c'était pour accomplir quelque chose. Gagner 3 courses, c'est accomplir quelque chose, c'est sûr, mais je voulais plus que ça. En dehors du pilotage, quel est le meilleur aspect de la Formule 1? Je pense que beaucoup de choses sont agréables. La reconnaissance que l'on reçoit en se promenant dans les rues est évidemment très agréable. Le fait de pouvoir faire des choses à la télévision est également une bonne chose. L'attention est quelque chose avec laquelle on grandit, mais ce n'est pas quelque chose dans lequel on est jeté, car on a un peu un F3 et un F3000. Je trouve ça assez agréable, mais il y a beaucoup de pilotes qui ne le trouvent pas et qui veulent toujours s'en tenir éloignés. Mais cela ne me dérange pas de participer à des événements comme A Question of Sport, car c'était agréable de se réunir avec beaucoup de sportifs différents. C'est très amusant de le faire. Il y a quelque chose comme le karting caritatif de Bercy, chose qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été remplacé par les Race of Champions, car à l'origine, c'était pour le plaisir. C'était génial quand il y avait des gars comme moi, Arton et Alain. Nous nous amusions tous et peu importait qui gagnait. Puis, progressivement, même cela est devenu de plus en plus compétitif. Mon travail consiste à la F1, est une discipline qui implique des pressions. On est presque arrivé au point où, à Bercy, on se sentait obligé de bien faire. C'est un peu pour ça aussi que ça a arrêté. Ouais. Ça devenait trop compétitif. Ouais. Comment le sport a-t-il évolué en 11 ans? Puis c'est quand même un gros changement parce qu'on passe de 88-89 à 2000 quand même. Donc, il y a une plus grande médiatisation qui se fait. Ouais. Il est devenu de plus en plus professionnel. Il y a évidemment beaucoup plus d'argent en jeu. Il y a beaucoup plus de pression de la part des sponsors pour en faire plus. Il y a beaucoup plus de constructeurs impliqués. Tout cela rend le sport très intense car tout le monde veut faire le travail. La grille est très, très serrée maintenant. Ça serait intéressant d'entendre Johnny ce qu'il pense d'aujourd'hui. Quand j'ai commencé, on pouvait être 2 ou 3 secondes plus lent que la pole et être quand même dans le top 6. On n'a plus aucune chance aujourd'hui. On serait 22e. Je crois que On serait... aujourd'hui, si tu partais 2 ou 3 secondes, tu partirais bon dernier, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. Les choses ont énormément changé de ce point de vue. La compétitivité de toute la série est devenue beaucoup plus forte et tout le monde essaie de s'améliorer. Le talent des pilotes aussi, le niveau des pilotes aussi a augmenté. Ça, C'est une question que je pose. C'est une question que je pose souvent dans le balado. Est-ce que le plateau de l'année en cours est le meilleur de l'histoire, tu sais? Ouais, c'est un bon foreshadowing qu'il fait quand même, Johnny, parce que c'est vrai le peloton des années 2020 est beaucoup plus serré que ceux des années 90 et 2000. Et ça, c'est normal avec l'histoire du sport. Plus elle évolue, plus la parité est là aussi. Bon, on peut douter de certains pilotes sans les nommer entre autres, mais c'est vrai que les pilotes, il y en a qui arrivent plus préparés, on leur donne ils sont en constante pression aussi. Donc oui, Même les moins bons sont quand même meilleurs que oui, ceux d'il y a 20 ans. oui, oui, parce que au moins ils ont de meilleures infrastructures, un meilleur bureau, Meilleure préparation, meilleure préparation. meilleur talent aussi. Je pense qu'un même un pilote comme allez, si on trouvait un parmi les pires, là, je sais pas là. Yuji Notre, Ide. notre- ouais, mettons UGD versus euh,
voyons, comment il s'appelle, l'ancien pilote de Williams qui a été sacré à la porte, là. Ah, Logan Sargent. Logan Sargent, comme si ça faisait des éternités qu'il était quitté, non, ça fait juste un mois, là. Logan Sargent est bien meilleur que Yuji Ide, dans l'absolu, tu sais. Oui. Si on prend la façon EA Sports, là, puis on donne les points, puis le overall, il y a un meilleur overall, c'est pas difficile. Ah oui. Yuji Ide serait littéralement un 70. Alex Young, bien inférieur à Logan Sargent aujourd'hui. Exact. Les pilotes sont meilleurs, dans l'absolu, je pense, mais bon. Ouais. Mais aussi les voitures aussi. Évidemment, il y a pas il y a l'aspect de cap salarial maintenant dans les années actuelles qui vient changer la donne aussi, où il n'y a plus comment je dirais ça, ce gros échelon entre les gros dépensiers puis ceux qui essayent de se serrer la ceinture aussi. Vous avez mentionné Senna à Bercy. Est-ce que sa mort en 1994 est la chose qui vous a le plus marqué au cours de la dernière décennie? Ben, s'il dit pas non, je me demande bien c'est quoi. Ben ouais. Imola a probablement été le pire week-end pour moi, car Ayrton et Roland étaient deux amis avec qui je m'entendais très bien. Roland était le plus choqué car je l'ai vu juste avant de participer à cette séance. Enfin, était le plus choquant. Je le connaissais bien du Japon, donc c'était un choc. Puis en voyant ce qui est arrivé à Ayrton, on réalise que nous ne sommes pas tous invincibles, comme il pensait et comme je le pensais avant mon accident. Il savait que le risque était là, mais il se sentait protégé par Dieu. Je crois toujours que cela ne m'arrivera pas à l'avenir. Cela pourrait très bien arriver, mais cela fait partie de l'acceptation du travail tel qu'il est. C'est toujours un sport dangereux, même si la sécurité sur la piste et sur les voitures a beaucoup progressé au cours des 10 dernières années. Est-ce que votre famille, est-ce que partir en Amérique va être un énorme changement pour votre style de vie et pour celui de votre famille? Oui, car la famille sera probablement de retour en Angleterre plutôt qu'à Monaco. C'est à cause de l'école. Nous avions toujours prévu de rentrer de toute façon. Chloé aura 11 ans en janvier. Je serai basé en Amérique et cela rendra les choses un peu plus difficiles car je serai souvent absent. Surtout avec 22 courses, lui fait remarquer Adam Cooper. Exactement. Ça sera plutôt difficile de ce point de vue. C'est malheureux que le type de travail que j'ai ait tendance à vous emmener loin de chez vous pendant de longues périodes. Mais ça ne sera pas la première fois. Becky viendra une fois ou deux par mois, puis pendant les vacances scolaires, elle pourra amener les filles. Mais où allez-vous être basé? La plupart des pilotes étrangers semblent commencer en Floride, mais ils sont dispersés un peu partout. Je ne suis pas vraiment un gars de Miami ou de Fort Lauderdale. Qu'est-ce qu'il est, Johnny Herbert? Mark Bill est à Phoenix et je ne suis pas sûr. Je connais le centre de Phoenix grâce au Grand Prix des États-Unis. Veut-on vraiment s'en rappeler? C'est l'endroit le plus ennuyeux du monde. Heureusement. On salue malheureusement les fans de Feu les Coyotes de l'Arizona. On salue le fan. Je pense qu'il est quand même un peu trop chaud là-bas. Los Angeles, c'est vraiment trop loin. Las Vegas, c'est une possibilité, mais je ne sais vraiment pas. Il y a assez d'air pour aller à New York ou à Boston. C'est un endroit charmant. Mais ce n'est pas forcément le cas. La principale chose à prendre en compte, ce sont les liaisons aéroportuaires. L'avantage de Vegas, c'est qu'elle est assez accessible, mais je ne suis pas encore sûr. En fait, je ne sais même pas où est-ce qu'il va finir par aboutir, John. Il faudrait chercher, mais ça serait intéressant de savoir. À votre avis, dans quelle mesure la scène des courses est-elle différente là-bas? Ce sera un type d'existence très différent. Quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'ai vu les gars qui sont allés, qui ont bien réussi. Et je pense que je pourrais en faire mieux que ça. Il me semble que Johnny ne fait pas grand-chose, non? Moi, ça a l'air d'être un personnage plutôt... Il met la barre haute. Ouais, il met la barre haute. Correct en même temps. Ouais. Tous les pilotes s'entendent bien, ils ont tous des camping-cars, ils se garent ensemble, ils discutent bien. C'est ce qui était bien d'aller au Michigan et de voir tout ça là-bas. Je n'avais pas vu cette camaraderie en Formule 1 depuis un moment. Et ce qu'on voit de plus en plus en Formule 1, hein, quand même. Oui. C'est pas plus mal en même temps. Cela fait très longtemps. Les équipes se parlent et s'entraident également. Je pense que la compétition va devenir de plus en plus intense au fil des années, mais avoir cette relation avec tout le monde va être agréable. La grande différence entre Champ Car est bien sûr que vous avez beaucoup plus de chances de gagner. Est-ce que cela va changer toute votre approche mentale? Regardez Paul Tracy à Elkhart Lake en août. Il s'est qualifié 18e ou quelque chose comme ça et a fini par gagner. Une des plus belles victoires de Paul Tracy en course automobile, disons-le. À égalité ou même devant sa victoire. Non, en fait, la plus belle victoire de Paul Tracy, Indianapolis 500, prove me wrong. On parle de celle de 2002. Oui, pour moi, il a gagné celle-là. Ouais.
Donc, oui, il y a cette opportunité. Le gars est dans le garage d'à côté et il a probablement le même châssis que vous et tout dépend de ce qu'il développe et la règle. Donc, dépendamment de ce qu'il arrive à trouver comme réglage. C'est le défi. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus? J'ai beaucoup d'amis ici qui vont me manquer. Je m'en rendrai pas compte davantage quand je serai parti et je verrai à quel point la F1 est importante. Le plus y être, il sera un peu un choc culturel. Je me souviens encore de l'époque où je faisais du karting et où je regardais la F1. Elle était là. Mais on ne pouvait jamais, jamais la toucher. Le Grand Prix de Grande-Bretagne semble être le plus grand événement sportif du monde, mais c'est bien d'aller à quelque chose qui gagne en popularité également. Puis finalement, dernière question. Et puis, vous pourriez toujours faire la course de Champ Car en Angleterre l'année prochaine. C'est ce qui est bien. Le Grand Prix de Grande-Bretagne a toujours été un événement spécial et j'aurai presque mon propre Grand Prix de Grande-Bretagne de toute façon. Ça sera bien de revenir en Europe. Horrible ovale. Ah, celui de Buckingham? Ouais. 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 Le circuit est fermé. Malheureusement pour ceux qui ont regardé le Champ-Car. Moi, j'ai pas tellement aimé ce circuit, honnêtement. Là. Mais Jean-Sébastien, il faut que je te dise quelque chose. Oui. Un petit foreshadowing. Johnny parle beaucoup des États-Unis et de Champ-Car. Malheureusement, il n'y est pas allé. Il n'est pas allé? Non! Non. Parce que dans le numéro 6, je sais qu'on parle qui est censé signer chez Graham Letterman Racing. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, je ne sais pas pourquoi, mais il n'a jamais été. En fait, je pense soit le deal a échoué ou quoi que ce soit, mais il n'a jamais signé avec l'équipe. Je ne sais pas pourquoi, mais au moins il est allé aux États-Unis. Il a participé au American Le Mans Series, qui aujourd'hui est l'IMSA. Et il a quand même bien fait. Hein. Je regarde je regarde ses résultats. Il a quand même terminé troisième En fait, il a terminé sur le podium à 3 reprises. Une première fois à Portland, la deuxième fois à Laguna Seca et le troisième au Petit Le Mans. Mais Johnny a remporté les 12 heures de Sebring, le Petit Le Mans en plus, le maudit chanceux. Et c'est une course à... Mais au total, il a 1, 2, 3, 4, 5... Il a remporté 6 épreuves dans la American Le Mans Series. Puis, je me souviens, j'ai même regardé une des courses dans les rues de Washington, dans le stationnement du RFK Stadium, un des pires stades que j'ai vu de toute ma vie. Ce stade est laid en tabarnak. Mais le circuit est beau. Et Johnny Herbert a participé. Je pense, ça a été une des fois où j'ai reconnecté avec Johnny Herbert. Et il a même tenté de se qualifier pour le Indy 500 en 2002. On sait qui a gagné cette épreuve-là, Jean-Sébastien? Ouais, c'est Paul Tracy qui l'a gagné. Exact. Mais Johnny n'est jamais parvenu à se qualifier pour cette épreuve. Si vous ne comprenez pas pourquoi je dis Paul Tracy a gagné, allez voir la polémique qui se déroulait. C'était la bataille Champ Car versus IRL. Paul Tracy a gagné cette course-là, fair and square. Voilà. On l'a dit. Désolé, Elio. Et de toute façon, Elio, il a gagné 3 fois, il aurait pu en donner au moins une. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. Ben, au moins, Johnny est allé aux États-Unis, mais pas en car Champ Car. Comme on le souhaitait. Wow, ça me choque. Je t'assure qu'il était allé. Tu vois, Enfin. Mais il a testé en IRL en 2001, mais ça n'a jamais donné suite, en fait. Ah, c'est moche. Ouais. Allez, on va terminer avec un texte quand même assez long là, sur l'essai qu'a fait Dario Franchitti sur la R1. C'est un texte qui s'appelle Juste en visite, donc Just Visiting. Et Dario Franchitti, la star de Champ Car et le beau gosse du Champ Car, essaie la fameuse R1. Jaguar Racing l'a rencontré lors du Michigan 500 pour tout savoir directement depuis l'étalon écossais. On le qualifie d'étalon. OK. Une petite note biographique, peut-être pour commencer. Dario Franchitti a commencé à s'amuser sur 4 roues dans les années 80 lorsqu'il faisait des courses de kart dans son Écosse natale. Il a rapidement laissé derrière lui les 2 temps crachotants et a remporté le championnat junior de la Formule Vauxhall en 91.
Sa carrière couronnée de succès s'est poursuivie avec une prometteuse 4e place dans la série Formule Vauxhall en 92 avant de la remporter en 93. L'année suivante, Dario a couru dans la série britannique de F3 et en 95, il a participé à différentes disciplines de course, notamment au championnat international de voitures de tourisme, dans lequel il termine 4e. En 97, il est passé aux cartes et a signé pour l'équipe Green Racing en 98. Je supprime le Schiaretti ici, là. Sa meilleure saison à ce jour était celle de 99 où, sans un arrêt au stand raté lors de la dernière course, il aurait remporté le championnat. Voilà. Les scènes du cinéma hollywoodien ne sont généralement pas un baromètre précis des talents d'un pilote de course. En tout cas, pas de ses talents sur la piste. Mais selon on croit, ne serait-ce qu'un iota de ce qui est publié dans les magazines à potins, la star de Double Jeopardy, Ashley Judd, a fait de son mieux pour convaincre son beau écossais suave et basané Dario Franchitti de quitter la profession qu'il a choisie, qui est dangereusement risquée, la course automobile. Non, elle a complètement échoué, en fait. Alors, qui va faire la sensation du grand écran si le finaliste de la série américaine de Champ Car de l'année dernière fait un acte de foi de l'autre côté de l'Atlantique pour piloter en Formule 1 à l'avenir? Est-ce la fin de la romance de rêve d'une cinéaste ou est-elle prête à mettre en péril son statut de star montante pour s'installer en Europe sur la promesse de la célébrité imminente de Dario? Nous en avons discuté. Ce ne serait jamais un problème si j'y allais. Ce ne serait pas un facteur. Si j'y vais, ça sera 100% déclare Dario, qui est inhabituellement et mal à l'aise à l'idée de discuter d'Ashley Judd en public. Mais avec si on fait 4 phrases, Dario tient à minimiser le tourbillon publicitaire qui a soufflé sur le dos du fait de 2 jours d'essai dans une Jaguar R1 à Silverstone pendant l'été. C'était son premier aperçu de la puissance et de la gloire de la Formule 1, mais cela a suffi à mettre les médias dans une frénésie. Cela fait seulement 3 jours que la séance d'essai de 60 tours s'est terminée et les répercussions commencent à peine à se faire sentir. Nous sommes affalés à l'arrière du camping-car de Franchitti, garé dans l'intérieur du béton du Michigan International Speedway. L'arène est un colisée automobile et Franchitti est l'un des gladiateurs. Dans 22 heures, il pilotera sa voiture Team Green sur la piste en pente dans une formation qui fait paraître les Red Arrows plutôt dociles. Citation. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de caméras, beaucoup de journalistes. Cela ne m'a pas vraiment dérangé. J'étais là pour faire un travail, dit Franchitti, essayant de minimiser l'ampleur de son premier test pour une équipe de Grand Prix. Un éclair dans ses yeux noirs et chocolatés suggère qu'il se pince mentalement. Le nombre de pilotes qui ont conduit et encore moins couru une voiture de Formule 1 est infime. Puis il lâche prise, s'extasiant. Je décris le fait de vouloir conduire en Formule 1 à quelqu'un comme lorsque vous êtes accroché. Vous savez, comme lorsqu'un poisson est accroché. Il y a juste quelque chose. J'ai toujours voulu le faire et j'ai toujours voulu conduire une Formule 1. Dario a soudain l'air de sortir du déni. Il l'a dit, il a admis que la Formule 1 était son objectif ultime, son rêve. Qu'il soit annoncé dans tous les journaux et sur toutes les chaînes de télévision comme la nouvelle star britannique de la Formule 1 a eu de l'importance. Cela signifiait que le rêve avait soudain une chance tangible de passer du stade de la possibilité à celui de réalité. La route vers Silverstone a commencé par une discussion avec l'ancien propriétaire de l'écurie de Dario, Jackie Stewart. Franchitti a couru pour le triple champion du monde en Formule 3000. C'est à la base d'une société d'admiration mutuelle profondément enracinée. C'est normal, les deux sont écossais. Ah ben oui. Et tu veux savoir quoi, juste pour dire? Oui. C'est le cousin d'un certain Paul di Resta. Oui, on l'oublie. L'exécrable Paul di Resta. Ouais. Tant pilote que dans son commentating thing, comme dirait un certain Kimi Räikkönen. Exact. J'ai demandé si je pouvais tester la voiture et les gens de Jaguar Racing sont revenus et ont dit oui, sourit Franchitti. Stewart, qui a vendu son équipe pour former ce qui est aujourd'hui Jaguar Racing, était l'énergie derrière le test, mais obtenir Franchitti, qui pilote pour une équipe équipée de moteurs Honda aux États-Unis, il a fallu une diplomatie habile. Barry Green, le propriétaire de l'équipe Champ Car, et les gens de Honda m'ont tous dit oui, tu peux y aller faire des essais, ce qui est tout à fait extraordinaire. C'est une grosse compétition, c'est Honda versus Ford ici, hein, quand même. Ah ouais, quand même. Je veux que, ici c'est Barry Green qui parle, je veux que mes pilotes soient heureux. Je peux voir l'attrait de la Formule 1, il n'y a aucune raison de les garder dans l'équipe alors que leurs rêves sont ailleurs. Dario a ce qu'il faut pour faire ce que Jacques Villeneuve, évidemment, a fait et cela le reflète bien en Champ Car parce que Jacques a conduit aussi pour Barry Green. Exact. Il a été plus problématique de faire venir Franchitti en Europe au cœur de 2 saisons qui remplissent presque tous les week-ends de Pâques à Halloween. Une planification minutieuse et l'utilisation de Concorde ont ouvert une fenêtre de 3 jours entre le Grand Prix de France et les 500 000 du Michigan. Jaguar Racing a mis un châssis et 60 tours du circuit du Grand Prix de Grande-Bretagne à la disposition de l'Italien écossais.
Pour ajouter un peu de piquant, il y avait un groupe d'autres voitures de Grand Prix, une foule de paparazzis en quête de proie, aucune pression. C'était fantastique. J'y suis retourné et tous les membres de l'équipe étaient des gens que je connaissais depuis des années. Mon ingénieur Andy Le Fleming, que je connais depuis 6 ans, Andy Miller, le directeur de course de Jaguar Racing, était mon directeur d'équipe chez Stewart F3. Je connaissais aussi certains mécaniciens. C'était comme rentrer à la maison, se réjouit Franchitti. À propos des voitures, il nous dit « Elles sont très différentes », déclare Franchitti en grattant son épais crâne noir. Il n'a jamais eu à essayer de comparer les deux auparavant et c'était sa première tentative. Il nous dit encore une fois, elles sont toutes les deux le même type de puissance. La F1 est un peu plus légère, la Champ Car a un peu plus de puissance, mais elles ne font rien de la même manière. Elles sont toutes les deux difficiles à leur manière. J'ai dû apprendre de nouvelles techniques. L'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce test, c'était de voir ce que signifiait conduire la voiture. C'était très intéressant. J'ai appris énormément de choses sur ce qu'il faut pour conduire une Formule 1. La technologie utilisée est incroyable, plus que celle du Champ Car, mais je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de comparé avec la conduite sur un super speedway ou un ovale d'1 000. Il ne faut pas oublier que nous roulons à plus de 250 000 à l'heure. Le prix à en payer en cas d'erreur est énorme. Jackie se tenait à l'extérieur de la piste et savait exactement ce que je faisais de mal. Admet Dario. Il m'a dit exactement ce qui se passait, même si je savais ce qui se passait, et cela fait une grande différence. Mais le test n'a jamais été une question de temps. Même si à la fin d'une journée, j'ai voulu mettre des pneus dessus et y aller à fond, nous avons eu quelques problèmes et je n'ai pas pu le faire. Mais en tant qu'expérience, j'ai été très satisfait du test. Encore une fois, des problèmes de base quand même, on dirait qu'il semble y avoir. Enfin, des problèmes au moins qu'il semble y avoir sur la voiture. C'est un peu moche. Ouais. Et c'était quand? C'était Été 2000. durant l'été, ouais. Oui, oui. Plein milieu de l'été. Donc, on pense que la voiture serait fiable, mais elle a de la misère à faire 60 tours quand même. Quand même. On s'approche vers la fin de l'article. Une partie de l'intérêt et la détermination du Champ Car est considérée comme un vivier de pilotes de Formule 1. 3 des derniers pilotes à avoir effectué la traversée transatlantique, seul Villeneuve a été retenu. Il y en a un autre qui s'en vient, mais il s'appelle Montoya, justement. Oui. Alors, les talents comme, et là ici c'est une citation de Dario, là, non, Mario Andretti, excuse-moi. Les talents comme ceux de Dario et de Montoya, ben tiens donc, ne se montreront que s'ils sont dans une équipe gagnante. Sinon, ils seront gâchés. Très vrai. Oui. Si je devais rejoindre une équipe autre que Ferrari ou McLaren qui a le potentiel de devenir un acteur, ce serait Jaguar Racing. Je pense que Ford va relever le défi et de faire 2 des vainqueurs. Oh God. M'excuse, Mario, c'est pour ça qu'on t'a gardé dans la citation. C'est parce que tu pensais que ça allait bien aller. Franchitti sourit quand je lui transmets les réflexions d'Andretti. Il a ses propres opinions sur Jaguar, mais il allait les garder pour lui jusqu'à ce qu'il entende les sentiments de champion du monde 1978. Citation de Dario. C'est définitivement l'équipe du futur, pense Franchitti. Je suis impliqué dans une équipe gagnante depuis 3 ans. On sent l'élan et la direction dans cette équipe. Maintenant que Dario Franchitti a goûté au rêve de la Formule 1, il a rencontré un problème. Rien d'autre ne fera l'affaire. J'ai une belle vie ici. Je suis dans ce que je pense être la meilleure équipe de la série. Je suis bien payé et je vis dans un endroit agréable, dit Franchitti. Mais pour finir, il y a quelque chose de spécial dans la Formule 1. Il a raison. Ouais. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Ouais. Ben, au moins, il a bien fait de rester parce que... C'est pas si grave pour lui. Le pedigree qu'il a finalement fait en Champ Car, IRL, whatever, comment on peut le nommer, est quand même assez intéressant. C'est ça. Il y a quand même 3 victoires au 500 000 d'Indianapolis. C'est quand même pas rien. 3 victoires, 4 championnats d'IndyCar, c'est pas rien du tout, hein. Très belle carrière. C'est une très, très belle carrière. Donc, il n'y avait pas besoin de la Formule 1 pour justement prouver quoi que ce soit. Il est un des meilleurs pilotes que j'ai pu voir dans ma vie. Ça a été un excellent pilote, un excellent tacticien en plus. Franchement, s'il serait allé en Formule 1, il serait allé avec Jaguar. Il n'aurait pas eu la carrière parce qu'après, il serait allé ailleurs puis il n'aurait peut-être même pas fait le palmarès qu'il y a eu en Champ Car. Exact. Et même... Ça a été une bénédiction peut-être pour lui de ne pas avoir fait de la Formule 1. Ah, Dieu merci, oui. Vraiment. Puis... Regarde Luciano Burti. Ouais, Luciano Burti, lui... Ouais, ça Nowhere to be seen. Nowhere to be seen, plus dans les faits saillants d'accidents spectaculaires plutôt qu'autre chose. Puis Dario Franchitti, sa reconversion comme commentateur de course automobile, hey,
quand même pas mal. Oh oui, Il est vraiment. bon en Formule électrique. Ah oui, il est très bon en formule électrique. C'est dommage, on l'entend de moins en moins, là. Mais le duo Jack Nichols, Dario Franchitti, avant que le premier ne soit congédié pour, je me souviens plus, c'était des liens avec harcèlement ou quelque chose du genre. Bref, Hashtag MeToo, assurément. exact. Mais depuis, on n'a pas entendu Dario Franchitti. Et vraiment, c'est quelqu'un qui a la connaissance automobile comme ça se peut pas dans n'importe quelle catégorie. Il est très intéressant à écouter. Oui. Et il y en a plusieurs qui, la reconversion n'est pas vraiment là. Hein. Moi, je pense à des pilotes Johnny. aujourd'hui. Oui, ben, Johnny, c'en est un. Jenson Button, c'en a un très bon, à mon avis. Oui. Un des meilleurs qui existent. Après, quand je pense à certains autres qu'on a, par exemple, sur Sky Sports Formula One, on passera pour les autres. N'empêche, c'est ça Jaguar Racing Magazine. Ouais. Mais C'est un magazine assez particulier, sur des entrevues parfois assez directes, sur des propos assez directs, mais parfois on essaie de nous survendre la chose. Donc, on est comme sur un entre-deux, puis comme je te dis, le numéro qui suit, le sixième, juste pour donner une idée là, sur l'idée qu'il a, le magazine, j'allais chercher à table des matières, là. On fait un résumé de la saison. ouais. On nous fait un transcript d'une partie de l'entrevue qu'Eddie Irvine a fait à David Letterman. Oh, OK. Ça, Ouais. c'était pendant. Est-ce que ça, c'était pendant la saison? Pas avant Pendant la saison, c'était avant les Grands Prix des États-Unis, certainement. Ah, OK. On nous fait une odyssée de conduire la voiture, d'une odyssée de conduite en Italie de la XKR 2001. On s'intéresse à Bobby Rahal sur quelques pages. Ah, ouais. Ça, c'est. Ouais. Eddie et Johnny volent le show à New York lors d'un junk set, là, d'une présentation. On nous présente la nouvelle voiture, la Jaguar X-Fire, la nouvelle génération de voitures qui s'en vient, et on nous explique un peu comment construire un siège de Formule 1. Franchement, c'est assez. Et on a un long papier aussi on a un texte aussi sur Neil Whistler, là, la fameuse tribune qui commence sur le futur de Jaguar Racing. Regarde, c'est moche, là. C'est vraiment, vraiment. Ouais, pour vrai. Et ça représente l'équipe. Une équipe qui va nulle part, puis qui a de la misère à construire son image dans un média qui contrôle entièrement. C'est eux qui payent pour ça. Exact. Et juste pour vous donner, parce que c'est le dernier épisode, comme constructeur, ben, disons, ça a été moyen dans les prochaines années. En 2001, ben, Eddie Irvine a obtenu un podium à Monaco, soit. Luciano Burti a fait 4 courses avec Jaguar avant d'être remplacé. Non. Les 4 premiers Grands Prix avant d'être remplacé par Pedro de la Rosa parce que Gaston Bazacane a été congédié de Prost, donc Burti a pris la relève. On connaît malheureusement la suite pour Burti, son violent accident avec justement Eddie Irvine en Belgique. Ouais, j'avais oublié ça. Avec Eddie Irvine, avec son ancien coéquipier. Mais t'imagines tout l'effort de marketing qui est fait en pré-saison pour nous dire que Luciano Burti s'en vient, puis on le compare un peu à James Bond par la façon dont on a fait la mise en forme la première page du magazine. Wow, hey, ça fait mal, ça. Oui, et en plus, ben, le meilleur résultat de Burti, en plus, c'était une 8e place au Grand Prix d'Australie 2001 avec la Jaguar, justement. Il a fini 10e. C'est un début raisonnable, 8e, je m'excuse, c'est quand même acceptable. Ouais, c'était pas pire. Il a fini 8e, ensuite 10e et 11e. Et quand tu compares avec Eddie Irvine, ben Irvine a juste terminé une course dans les 4 courses dans les 4 auxquelles il a été coéquipé avec Burti. Les 3 autres, ça a été des abandons. Ah ouais, quand même. Et quand même, c'est son 9 points. Heureusement, Pedro de la Rosa a terminé 6e à Montréal, 5e au Grand Prix d'Italie. En 2002, ben, c'est mieux. C'est 8 points pour une 7e place. Mais au moins, Eddie Irvine a été capable d'inscrire un podium au Grand Prix d'Italie. Son dernier podium d'ailleurs en carrière. Et d'ailleurs, le dernier de Jaguar en Formule 1. Une 4e place en Australie et une 6e place en Belgique.
D'autant plus que De La Rosa n'a marqué aucun point avec 2 8e places en Australie et en Brésil. Ensuite, en 2003, Irvine quitte la Formule 1, est remplacé par un certain Mark Webber, Antonio Pizzonia, qui est remplacé ensuite par le regretté Justin Wilson. Mais c'est mieux. Ce sont 18 points, grâce, entre autres, à des points un peu plus récurrents de la part de Webber. Meilleur résultat pour l'Australien. Une 6e place réalisée à 3 reprises au Grand Prix d'Europe, France et Hongrie. Et dans le temps, là, on passait au système de points du top 8 8. premières places. Exact, des 8 premières places. Et Justin Wilson a marqué 1 point au Grand Prix des États-Unis. Et en 2004, la dernière année de... Ah oui, puis j'oubliais aussi, Webber avait fait un Grand Prix magnifique au Brésil. C'était qualifié 3e, si je me souviens bien, au Brésil 2003. Wow. Mais malheureusement, s'est retrouvé dans le mur et aurait pu marquer des points solides pour Jaguar. Malheureusement, sa course est terminée dans le mur, puis Alonso a ensuite ce violent accident par la suite. Mais quand même, ça a été beaucoup mieux pour Jaguar. 2004, moyen, c'est quand même, ce sont 10 points récoltés et pour finir 7e. En fait, les trois, de 2002 à 2004, Jaguar s'est contenté de la 7e place au championnat des constructeurs. Puis après, on connaît l'histoire, se faire acheter par Red Bull, rest is history. Exactement. Donc, c'est ça, Jaguar. C'est ça, Jaguar. Exact. Et au moins, Jaguar a fait un retour en course automobile, en monoplace, devrais-je dire, en formule électrique, où ils ont justement remporté le championnat des constructeurs la saison dernière. Tant mieux pour eux. Mais en Formule 1, ça n'a pas eu un effet escompté. Non. Et même avec le retour futur de Ford, visiblement, ça ne sera pas avec le chat. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. On essaie de passer ça à autre chose. Donc voilà pour Jaguar Racing. C'était le magazine que je vais essayer de te présenter, Abdou, sur quelques numéros. Et puis, si ça a bien fonctionné, peut-être, qui sait, dans un futur, on pourra peut-être faire un autre magazine. Il faudrait que je continue à regarder dans la voûte des archives à force de les récupérer au cours des prochains mois. Oh, ce serait tellement nice parce que moi, j'ai vraiment adoré l'expérience et j'ai surtout aussi adoré l'expérience de l'enregistrer à deux, en fait, sur place. Et oui. surtout, le passage. Mon moment préféré, c'est surtout malheureusement, le passage entre les épisodes 2 et 3 qui m'ont fait chier. Connaissant le personnage aussi et son histoire. Mais c'était bien quand même. Oui, Michael, puis en plus, l'entrevue croisée Michael Owen et Kevin Keegan. Kevin Keegan, qui est jamais mentionné sur la une, c'est à peine si on le mentionne dans la table des matières, puis après, il est là, comme, oh, OK, Kevin Keegan, je pense, c'est un petit peu, comme on dit en anglais, misleading. C'est quand même un peu trompeur. Ouais. Une est assez trompeuse. Mais pour vrai, et j'ai bien aimé aussi l'exercice de revenir sur les années 2000, qui est quand même une période marquée par l'arrivée de constructeurs automobiles comme Jaguar, BMW, Toyota 2 ans plus tard après Jaguar. C'est là aussi qu'on a commencé à vraiment devenir fan de Formule 1. Moi, je le suis depuis 96, étant un peu plus âgé. À partir de là, ces années-là, on se souvient de ces pilotes-là, on se souvient de ces histoires un peu abracadabrante, quand les voitures étaient poches, loin, puis tout. Puis on a quand même passé à travers d'années difficiles, la Formule 1. C'était pas des années le fun à regarder quand on y repense, alors qu'aujourd'hui, les saisons sont peut-être plus intéressantes. Je trouve que depuis les années 2010, elles le sont beaucoup plus. Oui. Début des années 2000, d'un ennui terrible. Là. Quand Michael Schumacher mène par 30 secondes, quel est l'intérêt de regarder ça? Alors qu'aujourd'hui, on dit un tel a gagné, Verstappen gagne le Grand Prix par 15 secondes. Qu'est-ce que c'est ennuyant? Non, il y a 20 ans, c'était vraiment pire. Puis on nous montrait tout le temps lui en avant, on nous montrait que Michael en avant, puis rien en arrière. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, il y a beaucoup de batailles en arrière qui se déroulent pour nous, les montres quand même. Puis les gens disent que c'est ennuyant. Oui, et surtout aussi, au moins,
peut-être ça paraît pas dans les articles que tu nous as récité, Jean-Sébastien, mais toute la difficulté aussi des équipes pour survivre parce que on allait perdre Jaguar, on allait perdre Jaguar de toute façon en 2004, mais Minardi, Jordan, Arrows Ouais. et Prost aussi. Tyrell qu'on est juste de perdre aussi. Barr qui allait pas bien aussi. Rapidement, on a vite compris que ça allait pas du tout. Donc, tout ça, et je sais que c'est plutôt difficile de vendre ça dans un magazine parce que, et surtout, commissionner vers une compagnie qui fait la distribution des magazines. Mais ce que j'aurais aimé, c'était d'avoir un peu plus les difficultés parce que on s'entend, c'est une première année difficile chez Jaguar. Certes, Eddie Irvine a obtenu une 4e place à Monaco. C'est l'exception. C'est l'exception parce que globalement, ça n'a pas été un succès escompté. Surtout que il y a comme eu aussi une scission entre l'équipe de direction et et Ford aussi, parce que les deux agissaient de manière différente. Un agissait de manière comptable, l'autre de manière sportive, donc ça ne s'entendait pas très bien. Alors, ça aussi, c'est peut-être quelque chose que j'aurais aimé voir, mais c'est impossible parce que ça aurait fait mauvaise presse. C'est trop corporate. C'est trop corporate pour en parler. Exactement. Donc, Ouais. j'ai hâte au prochain exercice, si jamais on retrouve des vieux magazines sur la Formule 1, des magazines vraiment inédits, ben écoute, on fera un autre hors-série là-dessus parce que j'ai vraiment adoré ça. Fut un plaisir. Écoutez, donc, c'est ce qui complète ce 5e et dernier épisode sur le magazine Jaguar. Donc, on est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcast et partout le bulletin GP est disponible. On est aussi sur Facebook, Twitter, @le bulletin GP, sans oublier évidemment le groupe Facebook La Monoplace. Et évidemment, on a nos épisodes habituels qui sortent le jeudi et les après-courses après chaque Grand Prix. Jean-Sébastien, un énorme merci pour ces 5 épisodes. Ce fut vraiment un plaisir et à très bientôt. Alors, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Portez-vous bien, faites attention à vous, de grâce. Faites attention à vous et on se retrouve pour un prochain épisode du Bulletin GP. Salut tout le monde!